Je suis coordinatrice des programmes à Africatis et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour vous accompagner au nom du président Cherfal qui est empêché et au nom de toute l'équipe Africatis et les membres du réseau. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous débuterons par un panel sur le thème « La question migratoire au-delà du sensationnel, de la politisation et des préjugés », qui sera suivi d'une série de questions-réponses entre les participants et les intervenants. Et après, nous allons passer à la présentation de la plateforme web, qui sera suivie aussi de questions-réponses sur la plateforme avec l'équipe projet. Encore une fois, merci d'être là avec nous ce matin. La migration est un phénomène pleinement humain. Cependant, le traitement souvent sensationnel de ce fait finit par déshumaniser les migrants. On en parle plus comme des paquets dont on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. D'une question purement humaine, les migrants se retrouvent au centre de clivage et des enjeux politiques et sociaux avec la montée de la xénophobie et du populisme dont ils sont les premiers victimes. Et ces montées-là, de ces clivages, c'est aussi bien sur le continent africain que sur les autres continents. Donc, dans un souci de dépassionner le débat autour de la migration, nous avons avec nous aujourd'hui pour discuter de la thématique M. Elhadj Seydou Nourou Dia, directeur exécutif du Centre africain d'appui au leadership, aux droits humains et à l'innovation sociale. M. Dia est également expert en communication avec une solide expérience dans le domaine de la migration. Il a été de novembre 2017 à novembre 2018 chargé de communication et visibilité de l'Organisation des Nations Unies pour les migrations, OIM Sénégal. En tant que consultant indépendant, il a coordonné des ateliers sous-régionaux avec le Deutsche Welle Academy sur le thème média training et l'utilisation des médias sociaux pour les acteurs de la société civile travaillant sur les questions de migration. Il a également participé à la formation de beaucoup de journalistes du Sénégal, de la Guinée, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, sur des thèmes tels que les approches pour la couverture médiatique des questions migratoires, les techniques de production radiophonique et reportage sur la migration dite irrégulière. Bonjour, Monsieur Dia, et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, Aïcha, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Peut-être pour compléter la présentation, quand on parle de migration, l'aspect humanitaire aussi est très important. Je voudrais tout juste également dire que nous avons aussi une certaine expérience sur la gestion des réfugiés, qui sont une partie intégrante des migrants aussi. Donc, c'est cette précision que je voulais apporter. Merci. Merci pour ces précisions, Monsieur Dia. Donc, nous allons passer à notre second panéliste intervenant, M. Hippolyte Valdez Onanina, journaliste et rédacteur en chef de Africa Check. M. Onanina est journaliste spécialisé en fact-checking. Il occupe le poste de rédacteur en chef de Africa Check depuis le 1er septembre 2022. Il commence son aventure à Africa Check en avril 2016 en tant que contributeur permanent, avant d'y occuper successivement les fonctions de chercheur et community manager de juillet 2017 à février 2020, chercheur senior et coordonnateur des communications digitales jusqu'en février 2021, puis rédacteur en chef adjoint jusqu'en août 2022. Valdez est diplômé en journalisme. Il a notamment travaillé pour l'agence de presse sénégalaise, l'agence de presse Alerte Info. Il fut également stagiaire au Centre d'information des Nations Unies à Dakar. Soyez la bienvenue, Monsieur Onanina. Oui, merci pour cette introduction, Aïcha. C'est un plaisir pour moi d'être dans ce panel avec Monsieur Seydou Nourou Dia. Merci. Merci, le plaisir est partagé. Je ne sais pas si notre troisième panéliste est en ligne. Aziz, OK. Le professeur Birondia n'est pas encore en ligne, mais je vais l'introduire. Et après, elle va nous rejoindre lorsque nous allons commencer les discussions.
Donc, le professeur Dioro Ndiaye, président de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, et ancienne directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations. Madame Dioro Ndiaye est professeure titulaire des universités. Elle fut ministre du Développement social de la République du Sénégal, puis ministre de la Femme, de l'Enfant, de la Famille de 88 à 95. Elle a été directrice générale adjointe de l'Organisation internationale des migrations à Genève de 99 à 2009. Aujourd'hui, elle gère l'ONG Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Et elle est la coordinatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, outil privilégié d'évaluation, de veille, de reddition de comptes de la mise en œuvre des engagements pris par les États, gouvernements, membres de la francophonie en matière d'égalité femmes-hommes. En tant que ministre de la Femme, de l'Enfant, de la Famille, elle a eu à présider à Dakar, au Sénégal, la conférence régionale des femmes africaines, en prélude à la conférence internationale de Beijing sur la femme en 1994. Elle a joué un rôle majeur dans la conférence mondiale sur les droits de l'enfant en 1992. En 2019, sa dernière fonction au niveau du gouvernement du Sénégal était celle de ministre conseiller à la présidence de la République du Sénégal. Donc, nous allons commencer les questions et je vais demander à la personne qui a le nom OnePlus 8 Pro de éteindre son micro. Veuillez éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas. Cela éviterait des interférences. Merci à vous. Donc, je vais commencer par M. Seydou Nouroudia pour lui poser cette question. Comment définirez-vous la migration lorsqu'on parle de migration? Merci. Merci Aïcha. De façon globale et terre à terre, disons que la migration, c'est tout mouvement d'une personne d'un lieu à un autre, en fait, d'une localité à une autre localité. Dès qu'on sort de sa localité, on est en migration. Maintenant, on peut trouver une migration à l'international, on peut également trouver une migration saisonnière, même au sein de notre pays, en fait. De façon très terre à terre, vraiment, c'est un mouvement de personnes d'une localité vers une autre localité. Merci, Seydou Nourou. Le professeur Dioro Ndiaye est avec nous, donc je vais lui poser la deuxième question. Monsieur Ella Seydou Nouroudia vient de nous dire de façon brève, en fait, de définir ce qu'était la migration. Donc, je vais demander au professeur Ndiaye quelle place occupe. Déjà, soyez la bienvenue, prof. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci, bonjour et désolé d'être en retard, hein, mais quand vous vouliez, vous m'invitiez, j'avais déjà donné mon accord pour une table ronde que j'ouvrais et j'ai dû demander la parole aussi à la première et je suis partie aussitôt. Voilà, je suis avec vous. Merci beaucoup, oui. C'est un plaisir toujours de vous avoir avec nous. Et moi, j'ai une question à vous poser, en fait. Quelle place occupe globalement la politique migratoire dans la gouvernance politique en Afrique? Oh, oui, merci beaucoup. C'est une question très importante parce que très peu de pays africains, en fait, n'intègrent pas la migration dans leur politique nationale, d'une part. Très peu de pays africains aussi ont une politique nationale sur la migration. C'est deux choses différentes et c'est des processus qui peuvent interagir l'un et l'autre pour la gouvernance de la migration. Et ici au Sénégal, si vous voulez que je vous parle du Sénégal, on a une brochette d'OSC qui travaillent sur la migration, qui sont très courageux et volontaristes. Et on travaille depuis plus d'1 an sur l'amélioration du document de politique migratoire qui nous est actuellement présenté. Il y a eu une ébauche de documents de politique, mais qui était très sectoriel et plus opérationnel que politique, et qui n'a pas été accepté, qui n'a pas été validé au plan politique. Nous avons donc une ébauche de documents qui ne donne pas satisfaction en réalité ni aux OSC, ni d'ailleurs au gouvernement, puisque au plan politique, nous avons beaucoup de peine à faire valider ce document-là.
Mais il est important, on ne le répétera jamais assez, pour n'importe quel pays, qu'il soit un pays du Nord comme un pays du Sud, un pays d'origine ou un pays d'accueil, d'avoir un document de politique nationale qui soit coordonné, qui soit cohérent, qui soit partagé avec tous les acteurs non seulement du gouvernement, mais les acteurs également de la société civile. Et tout le monde peine à trouver cela dans les pays développés comme dans les pays d'origine en voie de développement. Dans les pays développés, le principal écueil à avoir une plateforme correcte, cohérente, que tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux partagent, c'est la question de la prééminence des différents secteurs de la migration. Le secteur le plus fort, finalement, tire la ficelle et tire le reste des autres du groupe. Et en général, c'est les ministères en charge des affaires intérieures ou le ministère de l'Intérieur, etc. Parce que l'Europe, ou en tout cas les pays développés, sont très, très sensibles à la question de la sécurité dans la migration. Tandis que dans les pays en voie de développement comme dans le nôtre, eh bien, c'est des questions économiques liées à la migration, la question de la diaspora, la question des rémittances, la question de l'utilisation des personnels, donc de la diaspora, peut-être des programmes politiques, des programmes économiques, et ça, c'est vraiment des tâtonnements. Et c'est parce qu'il manque de la cohérence, parce qu'il manque un document compréhensif qui prend en compte l'ensemble des préoccupations des acteurs du gouvernement, c'est-à-dire de tous les ministères qui sont concernés par la gestion, la gouvernance de la migration, que ce soit le ministère de l'Intérieur, c'est certainement, mais également le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, le ministère de la Femme également, est concerné, et le ministère, bien entendu, de la Justice pour ce qui est des droits humains. Nous n'arrivons pas à avoir une cohésion avec tous ces départements ministériels pour faire créer et faire accepter à la présidence de la République ou au président de la République lui-même, lui faire accepter l'idée d'une coordination logée de tous ces secteurs et associés également à la société civile, d'une coordination donc qui devrait être logée à la primature. On espère maintenant que la primature est revenue chez nous, j'espère, parce qu'il nous faut une structure supra-gouvernementale qui devrait faire la coordination. Si vous logez la politique migratoire au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires étrangères ou au ministère des forces de défense ou de sécurité, on revient au même. La difficulté de coordination, la difficulté de cohérence restera la même. Tandis que si on loge l'entité institutionnelle ou l'ancrage institutionnel, si on le crée et qu'on le loge au ministère, à la primature, eh bien la primature est au-dessus de tous les ministères. Et quand la primature convoque, tous les ministères sont tenus de répondre. Ce n'est pas le cas quand c'est un ministère qui convoque pour un autre ministère. Ou bien alors à la présidence de la République. Ce sont les deux endroits où on a toujours demandé que l'ancrage institutionnel de la politique nationale soit assuré. Donc, nous faisons face à deux soucis fondamentaux. Le premier, c'est la coordination, avoir à notre disposition ou formuler ensemble ou adopter et valider ensemble un document de politique réel sur la migration. Le deuxième enjeu que nous avons, c'est l'ancrage institutionnel ou loger. Qui va coordonner cette politique-là? Parce qu'en ce moment, tout le monde, tous les segments, tous les ministères exécutent le pan de programme qui les intéresse. Je veux dire que le ministère de la Femme peut exécuter un programme qui l'intéresse, le ministère des Droits humains, le ministère de la Justice peut implémenter une partie de ce qui a trait aux droits humains, au trafic des migrants. Le ministère de l'Intérieur
peut implémenter une partie de ce document de politique nationale qui a trait à la gestion des frontières, à la sécurisation de pays, etc., etc., eh bien, ça l'a fait à la fin, ça a fait une cacophonie effroyable et surtout très, très peu d'efficacité et de visibilité. Voilà ce que je peux vous dire sur l'importance de la gouvernance migratoire pour nos différents pays. La migration doit être gouvernée, elle doit être gérée. Beaucoup de secteurs y ont droit et doivent contribuer à la gestion de ce secteur-là. Et ma foi, s'il n'y a pas de capitaine dans le bateau, eh bien, il va dans tous les sens. Voilà. Merci, professeur Ndiaye. Vous rappelez lié, en fait, à travers cette coordination-là, indirectement, que la question migratoire est quelque chose de central, d'humain, qui touche tous les secteurs. Et avoir une politique de gouvernance, en fait, aiderait à faciliter certains aspects et coordonner davantage les actions qui sont menées, surtout par les gouvernants, parce que le gouvernement a un rôle central à jouer, que ce soit au Sénégal ou bien dans les autres pays du continent africain. Maintenant, on parle de… Aïcha, excusez-moi. Oui, Aïcha, excusez-moi, juste pour ce que vous venez de dire, justement, oui. Que le rôle central est absolument critique du gouvernement dans tout ça. Quand je travaille avec les OSC, je ne cesse de le dire. En fait, c'est le gouvernement qui a la comptabilité des programmes migratoires. C'est le gouvernement qui rend compte, c'est le gouvernement qui est responsable. Dans toutes les organisations, dans toutes les rencontres internationales, c'est au gouvernement qu'on donne la parole en réalité. Et c'est le gouvernement qui restitue l'état de la gestion de la migration dans le pays. Donc, l'État est responsable au premier chef. Et je crois que ça, toutes les organisations de la société civile doivent en être conscients et essayer de travailler autant que faire se peut. Tout aussi bon, d'ailleurs, je m'adresse aux gouvernants en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de s'adresser à l'extérieur ou aux autres juste pour la restitution de ce qu'eux, ils font. Ils devraient travailler avec leur société civile. Tous les gouvernements devraient travailler avec leur société civile. Merci beaucoup. C'était juste pour insister sur ce point-là. Effectivement, un point très important, professeur Ndiaye. Comme on parle de médias et migration à travers le lancement de cette plateforme, il y a un quatrième pouvoir, en fait, qui a un rôle très crucial à jouer, qui est la presse et les journalistes. Donc, je vais poser une question à M. Seydou Nouroudia pour lui demander comment évaluez-vous le niveau de traitement de l'information migratoire dans la sous-région au Sénégal, parce que je vois que vous avez aussi de l'expérience dans la sous-région. Alors, merci Aïcha et merci aussi à Mme Dior Ndiaye pour qui nous avons un respect considérable. Si vous permettez, je voudrais tout juste réagir par rapport à ce qu'elle a dit avant de répondre à votre réponse. Je partage parfaitement ce qu'elle a dit, mais il reste évident le seul fait que le Sénégal, aidé par OIM, ait ébauché ce document de politique nationale migratoire est en soi quelque chose de salutaire. Il reste évident que c'est un document qu'il faudrait parfaire pour que la volonté politique puisse l'accepter, pour que l'on puisse agir comme il le faut. Parce qu'effectivement, cette question est transversale et concerne tous les secteurs de la vie, j'allais dire, et il faudrait une gouvernance cohérente, une gouvernance partagée pour que l'on puisse atteindre les objectifs visés à travers cette question. Alors, revenant à votre question, disons que de façon globale, les questions migratoires sont trop souvent traitées pas très satisfaisantes, comme l'auraient voulu les acteurs en tout cas. Cela est dû à plusieurs facteurs. L'absence de données fiables constitue des éléments assez problématiques. Au-delà de ça également, le fait que c'est une question que l'on relègue trop souvent sur la page des faits divers, par exemple, ne permet pas d'avoir un suivi assez régulier. Donc, globalement, cette question est traitée comme tout autre sujet dans les médias sénégalais, dans les médias africains. Et trop souvent, il faudrait qu'il y ait des catastrophes pour que cette question puisse attirer l'attention. Mais je pense que compte tenu de l'importance de la migration, compte tenu de pas mal de facteurs qui tournent autour de cette question,
une plus grande attention aurait pu être accordée à cette problématique qui est, comme je l'ai dit, transversale. D'accord, merci Seydou Nourou. Avant de passer à Onanina, j'aimerais juste indiquer qu'aujourd'hui, nous sommes avec des partenaires, beaucoup de nos partenaires, que ce soit européens, africains. Nous avons notamment Carlos Barro de l'Espagne, qui est membre d'Africtivist et un grand acteur et journaliste sur les questions en Espagne, notamment migratoires. Nous avons aussi des partenaires comme l'Agence française de développement média qui travaille évidemment sur les questions médiatiques, mais aussi sur médias et immigration. Nous allons demander à Madame Hélène Pousseau d'intervenir un peu plus tard pour nous expliquer un peu ce qu'ils ont fait jusque-là par rapport à la migration et la presse. Onanina, vous intervenez particulièrement dans les domaines des infox. Quelle est la proportion de fausses informations concernant la migration? Déjà, il faudrait dire que c'est un sujet qui intéresse beaucoup le public. C'est un sujet qui très régulièrement fait l'objet, ou en tout cas est au cœur de l'actualité. Je préfère répondre à cette question en évoquant en rebondissant sur l'intervention du professeur Ndiaye tout à l'heure, qui disait voilà, que trop peu de pays africains ont une politique nationale en matière de gestion de la désinformation. Et cela, justement, ça se ressent. Parce que la désinformation aujourd'hui est une grosse problématique. Nous, dans les différents sujets qu'on a eu à couvrir sur cette question, on s'est rendu compte que voilà, plusieurs autres problématiques, comme celles liées à l'économie, comme celles liées aux emplois, étaient souvent greffées à la question migratoire. Donc, c'est réellement un problème, ou en tout cas, c'est réellement un sujet important qu'on recense dans la couverture des fausses informations à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Monsieur Dia évoquait tout à l'heure le traitement de l'information migratoire, et je suis d'accord avec lui que dans la couverture des fausses informations sur la migration, on est nous aussi confrontés à cette absence, ou en tout cas à cette faible qualité de données. Alors, ma question, c'est comment mettre en place des politiques migratoires si nous n'avons pas des données crédibles, des données fiables, en tout cas sur le sujet. Et voilà, donc je pense que c'est un sujet qui est très important, qui intéresse beaucoup le public, mais qui, malheureusement, fait l'objet de beaucoup de manipulations, de beaucoup de fausses informations, parce que derrière, il n'y a pas une politique migratoire, il n'y a pas d'informations claires, et quand on n'a pas d'informations suffisantes ou clair sur un sujet, évidemment, ça laisse le lit aux fausses informations. Effectivement, on revient à cette question de données fiables et du rôle aussi que peut jouer le gouvernement. Maintenant, dans le traitement en fait, de l'information migratoire, le journaliste risque facilement de tomber dans le sensationnel, les préjugés, la politisation, etc. Quelle doit être son attitude selon vous? Alors, la question, c'est à M. Dia ou elle est à moi? À M. Dia? Oui. J'ai un avis sur ça, si je peux, il n'y a pas de souci. Mais allez-y, M. Dia. Moi, je pourrais rebondir juste après vous. Oui, allez-y, M. Dia. Merci. Alors, principe de base pour un journaliste, c'est la vérification des faits. Ça, je pense que c'est aussi valable pour n'importe quel domaine que nous couvrons. Si, quelle que soit l'ampleur, quel que soit l'intérêt du sujet, le journaliste doit d'abord de vérifier les faits, même si par ailleurs, comme Valdez l'a dit, aujourd'hui, on fait face à, l'intox. Les fausses informations circulent de façon exponentielle. La course à l'information ne nous permet pas peut-être d'avoir le recul qu'il faut. C'est tout juste rappeler que l'attitude du journaliste, c'est d'abord la retenue, le recul, la vérification des faits avant de pouvoir donner les informations. C'est une question très passionnante, mais tant que le journaliste garde cette posture que informer juste et vrai est plus qu'une sacerdoce qu'il faudrait porter à tout bout de champ, je pense que si on a cela à l'esprit, on ne pourrait que donner les bonnes informations en fait. Valdez, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça laisse ça justement ma réponse. Je pense que la posture des médias, la posture des journalistes sur la question doit être factuelle.
il faut vraiment qu'on aborde cette question, qu'on aborde le sujet sur la migration avec les faits, avec des données, avec des informations précises qui permettent de mieux appréhender la thématique, de mieux appréhender le sujet. Et donc, éviter de faire cette couverture sensationnelle. Parce que voilà, aujourd'hui, on a juste l'impression qu'on évoque la migration dans les médias que lorsque malheureusement une pirogue échoue au large de nos pays. Il faut que ce soit quelque chose qui est vraiment plus profond, appuyé sur des statistiques, appuyé sur des enquêtes de terrain. Sinon, malheureusement, on contribue en tout cas à reléguer cette thématique très importante dans les faits divers. Je ne pense pas que la migration aujourd'hui, vu l'importance politique qu'elle revêt, qu'elle soit un simple fait divers. Mais malheureusement, la manière dont nos journalistes couvrent le sujet, voilà, fait en sorte que très souvent, il suffit d'observer la presse. Très souvent, le sujet est relégué à un simple fait divers. Et ça, pour moi, c'est une chose à laquelle il faudrait rapidement s'intéresser, rapidement y remédier. Effectivement, merci. Kata Ndioro, vous voulez intervenir sur la question? Oui, allez-y. Oui, je voudrais dire juste un mot pour vraiment conforter ce que nos jeunes viennent de dire. Je crois qu'il nous faut davantage de visibilité. Il faut que cet effort que les uns et les autres font ici en tant que représentants des médias, pour que nos médias, tous les médias africains, prennent davantage au sérieux la question migratoire, fouillent davantage les choses, comprennent également les phénomènes et l'expliquent, communiquent avec l'extérieur et servent de lien entre les organisations de la société civile et les gouvernements. Ça, moi, j'oserais vous demander cela. Vraiment, vous les jeunes qui êtes dans les médias, que vous maîtrisez très bien, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un webinaire d'abord, mais je voudrais aller un peu plus loin après, pour peut-être organiser, qu'on organise. S'il y a des bailleurs qui sont intéressés et qui peuvent nous accompagner, je suis juste désolée, moi, en tant qu'Africaine, de devoir toujours attendre un bailleur pour ce que j'ai à faire et ce que je veux faire. Mais malheureusement, partout, même le gouvernement en est réduit à cela. Je voudrais que si Aïcha pouvait coordonner cette idée-là, que nous puissions nous retrouver sur la question du reportage des phénomènes migratoires, la question de la sensibilisation du public. Parce qu'ici, ce qu'il y a de plus clair, de plus obvious, de plus évident au Sénégal, c'est que malgré tous les efforts dont on entend parler, tels que les investissements qui sont faits par l'Union européenne ou par d'autres bailleurs, les cibles, les populations qui partent, les zones à fort potentiel migratoire, comme on les appelle d'habitude, ces zones-là ne sont pas saisies d'une manière concrète et d'une manière proactive. Ces zones sont saisies quand leurs gosses sont perdus dans la mer, ou bien alors quand on ramène des cadavres, ou quand on ramène des retours forcés, quand on fait des retours forcés. Est-ce qu'il n'y a pas de stratégie que nous pourrions avoir? Il n'y a pas de stratégie que nous pourrions avoir. Donc, ma foi, pour mieux parler aux journalistes eux-mêmes, pour qu'on ait un langage qui se comprend, un langage que nous voulons clair et efficace. Et voilà, il faudrait organiser quelque chose. Si on peut le faire au-delà du virtuel, ça serait bien. Oui. Avant de donner la parole à Seydou Nouroudia et Onanina, je vous demande juste de patienter un peu parce que le professeur Ndiaye a un autre programme. Donc, j'aimerais juste lui poser une dernière question pour les recommandations et ensuite on va continuer. Et professeur Ndiaye, juste pour insister, en fait, vous dire que c'est une très belle, bonne initiative et nous allons voir comment est-ce qu'on peut concrétiser ça et essayer davantage de travailler ensemble et changer un peu le narratif parce que l'objectif en fait de cette plateforme-là, c'est changer en fait la façon dont on présente les choses. Ce n'est pas les nier, mais les présenter comme elles sont,
parce que les migrants, en fait, ont des vies, des histoires et autres qui mènent à ces déplacements-là. Donc, ma dernière question pour vous, c'est quelles sont les recommandations que vous avez pour une meilleure protection et le respect des droits des migrants? Moi, je pense que la première protection, c'est de l'éducation d'abord. C'est investir dans les populations qui risquent de partir, qui ne comprennent pas les enjeux de ces départs-là et les enjeux des pays d'accueil également, qui ne comprennent pas que migrer, ce n'est pas seulement prendre son baluchon et partir, encore que pour les migrants africains, cela se passe en Afrique, davantage en Afrique d'ailleurs. La plupart des migrants africains sont partis d'un pays pour aller s'installer dans un pays à côté. Les 80 ou 90% des migrants africains sont dans ce cas-là. Mais il y a une dizaine ou une vingtaine de pourcents qui vont au-delà et qui vont dans des pays dits développés où on leur fait miroiter un certain Eldorado. Mais donc, s'adresser à ces populations, je pense que c'est la première des recommandations. On n'en fait pas assez. Je le regrette pour mon pays, pour mon gouvernement, mais je le regrette également pour les autres gouvernements africains. Les structures régionales et sous-régionales également, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la SADC ou même la CEAC, non pas, sauf la partie anglophone, je me rectifie. La partie anglophone est beaucoup plus achalandée que la partie francophone. Et c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus logique, et ils ont certainement des résultats, davantage de résultats que nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dégâts chez eux, mais il y en a moins que chez nous, en francophonie. Il faudrait donc, moi je suggère que l'on puisse avoir à l'interne, si vous pouvez faire un mapping des organisations qui travaillent dans l'information et dans l'information migratoire, et qu'on développe un programme réel, qu'on se partage entre pays, et que votre plateforme aide à lier les différents intervenants et les différentes zones d'intervention, mais alors que cette plateforme également restitue de manière effective et de manière systématique. On n'a pas assez de vocabulaire, on n'a pas assez de narratifs et de narratifs corrects, je ne dis pas positif ou négatif, mais de narratifs juste corrects des phénomènes migratoires dans nos différents pays. Merci beaucoup, professeur Ndiaye. Cela a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, ce matin, malgré l'agenda chargé. Vous avez tenu à être là avec nous pour le lancement de cette plateforme-là. Et nous avons noté toutes les recommandations. Il y aura une suite après cette discussion. Donc, nous vous permettons de vous excuser. Nous savons que vous avez d'autres engagements. Merci beaucoup, vraiment. Je serai très sensible. Je veux juste insister sur le lien. Il faut absolument, cette plateforme, si elle est virtuelle, elle doit être interactive. On doit avoir des endroits de discussion. Il y a des questions à poser. Il y a des interrogations. Moi, je me dis, ce qui se passe au Maroc actuellement, ce qui se passe en Libye, il faut en parler. Il faut en parler ouvertement. Et il faut le dire aux gens qui partent, qui ont des velléités de partir. C'est comme ça que ça va se passer quand vous partirez. Et également, bien entendu, moi, mon souhait a toujours été de dire à mon gouvernement, mais enfin, où sont vos ambassadeurs et qu'est-ce qu'ils font? Où sont vos consuls? Personne d'entre eux ne restitue, peut-être ils restituent dans les chancelleries, puisque c'est une voie aussi, c'est la voie royale pour les affaires étrangères, mais rien n'empêche que nous puissions communiquer avec ces gens-là. Voilà. Merci. Je remercie tout le monde et je m'excuse vraiment auprès de tout le monde, auprès de toi, Aïcha, bien sûr, mais auprès de tout le monde. C'est un plaisir. J'ai juste c'est ma semaine qui est comme ça, malheureusement, cette semaine-ci. Nous comprenons. Et les points que vous avez soulevés sont adressés en fait sur la plateforme que mon collègue présentera après. Il y a cette interactivité-là, cet espace de dialogue, poser des questions et tout. Nous avons pris ça en compte. Donc, merci beaucoup encore une fois, Tata Ndioro, d'être là avec nous. Je vous en prie. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.
Je vais permettre à M. Onanina de rebondir et ensuite à M. Dia de rebondir. Merci à vous. Oui, je voulais juste dire que c'est important justement de changer le narratif autour de la désinformation et que cela, évidemment, c'est de la responsabilité des médias, des journalistes, mais c'est aussi de la responsabilité des acteurs qui travaillent sur ces questions-là. Je pense que il ne faut pas que ce soit uniquement des collaborations spontanées, c'est-à-dire quand il y a des événements ponctuels et tout, mais que voilà, qu'on cherche à mettre en place des collaborations pérennes, permanentes, pour que la couverture de cette question-là se fasse vraiment quotidiennement. Parce que le sujet, il est très important et c'est vraiment, ce serait vraiment intéressant qu'on mesure l'importance de cette thématique. Donc, pour moi, je pense que c'est important de ne pas laisser le narratif sur la migration aux réseaux sociaux, parce que si on le fait, ce que nous, on observe en couvrant la désinformation sur ce sujet, ce que nous, on observe, c'est que si on laisse le narratif sur la migration aux réseaux sociaux, comme tous les sujets importants, on s'expose à de la manipulation, on s'expose donc à de la désinformation. Et quand il y a des informations, il y a impossibilité à saisir le problème de façon adéquate pour pouvoir apporter des réponses elles-mêmes adéquates. C'est ce que j'allais ajouter juste avant. Merci. Merci. Monsieur Dia. Merci. Je pense que aussi bien Mme Dioro que Valdez l'ont dit, le renforcement de capacité des journalistes est un élément fondamental pour moi. Et je pense que c'est des initiatives qu'on avait développées quand on travaillait aussi bien pour OIM que pour les autres, parce qu'on ne peut pas aborder une question tant qu'on ne le maîtrise pas. Que ce soit la problématique de la question en tant que telle, mais également même les expressions utilisées, les termes utilisés, il faudrait que les journalistes soient sensibilisés sur ces questions pour qu'ils prêtent davantage attention à ces problématiques. Donc, ce renforcement de capacité reste primordial pour moi avant d'attirer leur attention sur la question. L'autre chose aussi, c'est comment susciter l'intérêt. Je ne pense pas que ce soit de la responsabilité des journalistes de s'intéresser davantage à cette problématique, mais il faudrait que les organisations qui travaillent autour de ces problématiques amènent les journalistes à s'intéresser à la problématique à travers ces actions de sensibilisation, de renforcement de capacité, mais également en initiant des actions qui les permettraient à davantage écrire sur la problématique. On a eu l'Association des journalistes en migration et sécurité qui ont initié des concours pour inciter les journalistes à en parler. OIM aussi a pris le relais à organiser des concours qui poussent les journalistes à pousser l'investigation, à aller au-delà même du narratif, à aller au-delà même de rendre compte, mais de faire des papiers d'analyse assez approfondis pour aussi pouvoir sensibiliser ceux qui nous gouvernent, mais également tous ceux qui s'activent autour de la problématique. Merci. J'ai deux questions à vous poser tous les deux. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, je souhaiterais avoir des recommandations. La première, c'est à Onanina, par rapport à quelle est la tendance en fait des journalistes à se spécialiser dans le fact-checking des questions migratoires. Ça c'est une première. Et à Monsieur Dia, quel est le levier sur lequel on peut se poser pour améliorer la formation des journalistes sur ces questions-là? Je vous pose ces deux questions-là. Ensuite, je donne quelques minutes à CFI pour qu'ils nous parlent de l'étude qu'ils ont fait récemment sur médias et migration. À vous. Alors, je vais rapidement répondre parce que ma question, elle va être très, très brève. Déjà, la question même devrait être quelle est la tendance des journalistes à se spécialiser en fact-checking. Parce qu'on vit quand même dans ce qu'on appelle aujourd'hui la société de l'information. Face à cette entropie d'informations sur différents sujets, tout le monde sait aujourd'hui, et le mot est sur toutes les langues, on parle de fake news. Ça contribue justement ça accentue la défiance envers les médias. Donc, nous, le défi déjà aujourd'hui pour nous, c'est déjà d'intéresser les journalistes en matière sur le fact-checking, pas forcément d'en faire tous des fact-checkers, mais au moins d'installer cette pratique dans leurs modèles éditoriaux. Parce que si des fausses informations sur la migration ou sur d'autres types de sujets circulent autant, c'est parce que malheureusement, on a perdu ce
réflexe fondamental, et ça, M. Dia l'a dit en introduction, on a perdu ce réflexe consubstantiel même à la fonction journalistique et à la vérification de l'information. Donc, pour nous, c'est déjà d'intéresser des journalistes à la vérification des faits. Et justement, sur la question migratoire, on a eu souvent à faire des formations spécifiques sur le sujet, parce que ça reste un sujet, comme je l'ai dit, très politique, très important pour nos sociétés. Et malheureusement, ce qu'on observe jusqu'ici, c'est que voilà, c'est timide. Il n'y a pas encore l'engouement que l'on souhaite, mais voilà, il ne faut pas désespérer. Il faut justement, comme l'a dit le professeur Ndiaye tout à l'heure, comme l'a dit monsieur Ndiaye, il faut justement renforcer ces ponts-là entre journalistes et sociétés civiles qui travaillent sur la question des migrations. Merci. Monsieur Dia. Alors, merci. Les leviers, peut-être 4 leviers essentiels, j'allais dire. La maîtrise des terminologies, c'est un élément qui est fondamental pour moi pour parler de la migration. Les approches rédactionnelles, parce que disons que la migration en tant que telle, c'est un droit. Quand on parle, quand la migration attire autant d'attention, c'est parce que nous avons fait face à ce phénomène de migration irrégulière qu'il faut freiner par tous les moyens. Comment le freiner? Madame Dioro en avait parlé, de faire en sorte que les gens comprennent qu'on ne migre pas pour migrer, mais on migre parce qu'on a un projet de migration. Faire en sorte que les gens comprennent que ce que l'on cherche ailleurs, on peut bien l'avoir ici. Quand je parle, et là, c'est les approches rédactionnelles qui nous permettent de mettre en valeur les personnes qui n'ont jamais migré, mais qui ont réussi chez eux, les personnes qui sont parties pour une raison bien définie et qui sont revenues investir chez eux. Ça, c'est des éléments sur lesquels il faudrait peut-être mettre l'accent pour attirer davantage l'attention. L'autre élément, c'est l'analyse des données. Maîtriser les données, pouvoir les analyser afin d'en tirer des conclusions qui pourraient être utiles à tout le monde. Et ce qui est normal pour un journaliste, mais qui est devenu la tendance, c'est les techniques de vérification des faits, le fact-checking. Ça aussi, je pense que c'est des éléments sur lesquels on pourrait renforcer davantage les journalistes pour que leur intérêt par rapport à la migration puisse être intact. Merci. Merci à vous deux. Avant de passer aux questions-réponses avec les participants, je vais juste demander à Madame Hélène Rousseau, qui est chargée du suivi, responsable de projet chargé du suivi d'une étude qui a récemment été faite sur médias et migration au Sénégal. Elle va partager avec nous quelques conclusions et recommandations. Donc, Hélène, vous pouvez ouvrir votre micro et partager avec nous les recommandations de cette étude. Oui. Madame Hélène Rousseau, en fait, est du bureau à CFI Afrique, donc, dont j'ai parlé ultérieurement. Oui. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Aïcha, pour l'introduction de cette étude. Merci également pour le lancement de cette plateforme qui, je pense, va être utile pour tous les acteurs qui travaillent sur ces deux thématiques. Ça va être une ressource du quotidien qui pourra être exploitée par tous. Merci aussi aux intervenants pour ces discussions très riches. Ça me permet notamment de rebondir sur l'initiative Médias et Migration qui est mise en œuvre par CFI depuis 1 an et demi désormais. Donc, effectivement, je travaille pour sa direction Afrique et donc, je vais vous partager quelques éléments complémentaires sur cette étude. Donc, une collecte de données a été réalisée à la fin de l'année 2021 et début 2022 auprès de groupes de discussion composés de migrants et de journalistes, mais aussi via des entretiens auprès d'experts, de chercheurs ou encore de responsables d'organisations internationales ou d'ONG. Je pense notamment à M. Dia, ici présent en tant qu'intervenant. Et donc, cette collecte a été menée dans 16 pays différents, sur 3 continents, à la fois en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, dont 9 pays en Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal, comme mentionné par Aïcha. Alors, l'intérêt de cette étude, il réside dans le fait de décrire des éléments de contexte avec notamment des brefs panoramas migratoires pour chaque pays, mais aussi l'analyse des contenus médiatiques et des discours publics sur les migrations. Et enfin, la plus-value de cette étude, elle réside surtout dans le fait de dresser un état des lieux des différents projets de renforcement de capacité et d'appui à la production qui ont déjà eu lieu dans les différents pays et qui ont été financés par un certain nombre de bailleurs.
Donc, je vais vous partager quelques recommandations générales. Pour les recommandations plus spécifiques par pays, je vous inviterai à la lire. Mais en tout cas, d'un point de vue global, les recommandations sont les suivantes. La mise en place, par exemple, ou l'animation de réseaux de journalistes à différentes échelles, l'échelle régionale, nationale, mais aussi la sensibilisation et l'éducation. Ça a été mentionné notamment par le professeur Ndiaye sur l'éducation aux médias ou encore la traduction des contenus médiatiques dans les langues locales et nationales. Ensuite, il y a également le soutien à la production et l'encouragement de la production médiatique sur les migrations, mais aussi le fait de revoir les formations en tant que telles. C'est un sujet qui a aussi été évoqué par les intervenants, à la fois dans leur format, leur contenu, leur durée ou encore même le public de bénéficiaires qui participent ou également les outils de suivi et évaluation associés à ces formations. Petite conclusion sur cette étude, nous sommes en train de la finaliser. Nous espérons pouvoir la diffuser à partir de la fin 2022, début 2023. Et il y aura un événement de restitution qui sera organisé sur ces résultats avec des versions à la fois en français et en anglais qui seront diffusées. Sachant que nous travaillons, CFI, donc l'Agence française de développement média, régulièrement avec les Africtivistes sur de nombreux projets. Elle sera bien entendu disponible sur la plateforme qui va être lancée aujourd'hui, tout comme toutes les autres productions qui traitent de ces thématiques. L'idée étant de pouvoir la centraliser avec toutes ces autres productions. Je terminerai juste sur les autres initiatives menées par CFI en matière de migration et de médias. Nous organisons notamment, nous avons lancé récemment des activités de renforcement de capacité avec l'organisation d'une formation de formateurs à Dakar au Sénégal au mois de juillet dernier. Il s'avère que nous travaillons avec 4 pays partenaires dans le cadre de ces initiatives qui sont la Guinée, la Gambie, la Mauritanie et le Niger. Nous avons développé et nous sommes en train d'ailleurs de continuer à les finaliser 2 cursus, un sur le traitement déontologique de la question migratoire et un autre sur la lutte contre la désinformation sur cette question, élément évoqué également au cours des différentes interventions. Des formations de journalistes auront lieu dans les prochains mois d'ici l'année prochaine et 20 journalistes seront formés par pays partenaires. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Hélène. En tout cas, nous avons hâte de découvrir en détail en fait, cette étude-là sur médias et migration et les recommandations pour les différents pays. Donc là, il est midi 1, donc nous allons prendre des questions des participants. Je veux juste rappeler que la discussion se poursuit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Dial Migration et Récit Migrants. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions là-bas. Nous allons prendre 2 questions pour ensuite permettre en fait à mon collègue Seydina Bilal Diallo de présenter le site. Nous avons Monsieur Maktar Ouad. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. J'ai reçu une autre question aussi en chat. C'est un des participants qui l'a envoyé. Donc, après la question de M. Maktardia, je vais poser la question de Urbain Aguémon. Donc, M. Maktardia, vous pouvez y aller. Ouvrez votre micro. Allez-y. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Ce n'est pas Dia, mais c'est Wad. OK, merci beaucoup. Donc, je me présente, moi, c'est Maktar Wad, donc animateur socio-éducatif au ministère de la Jeunesse au niveau Sénégal. Je suis au CDFC de Pikine. Ensuite, je suis à la Croix-Rouge en tant que volontaire, en tant que responsable des jeunes pour la formation et l'encadrement des jeunes. Donc, nous avons aujourd'hui une thématique très intéressante, donc je ne vais pas très longtemps. Donc, pour donner petite mon appréciation, parce qu'aujourd'hui, je suis à Foundiougne en tant que mission pour la résilience et l'enquête, d'où je trouve des jeunes qui ont pratiqué la migration, qui peut-être, si on analyse le niveau de vie ou bien leur potentialité de réussir ici à Foundiougne, dans l'île de Saloum, et c'est extraordinaire parce qu'un jeune peut se retrouver avec 30 000 francs journaliers par la pêche des crevettes. Donc, si on se trouve aussi à trouver ces jeunes qui vont se déplacer, qui vont faire la migration,
Donc, on se pose la question. Pour les experts qui travaillent comme surtout M. Diaz, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il y a des moyens qui sont déployés par l'État. Peut-être Madame la professeure n'est pas là, mais s'il y a d'autres qui peuvent me répondre. Il y a des moyens qui sont déployés par l'État. Il y a des moyens qui, peut-être les organisations internationales du moins, ont appuyé les États sur des fonds d'accompagnement à ces jeunes pour lutter contre la migration, qui peut-être pouvait accompagner les jeunes à rester. Comment se fait-il que ce phénomène continue toujours? Parce que vous avez parlé par rapport à l'information, les journalistes. Le problème que je me pose, c'est que nous, on analyse souvent que ce problème de migration est d'ordre économique, mais est-ce qu'il n'est pas au-delà de l'ordre économique? Parce que ici, un jeune qui peut se trouver avec 30 000 francs journaliers, comment il se dit qu'il a un problème économique? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur qu'on peut encore aller beaucoup plus loin pour voir? Donc, pour laisser les autres à passer les questions, je vous remercie de m'avoir permis de participer à cet atelier ou bien à cet webinaire. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Merci, Monsieur Maktawad. Et aussi, juste pour vous indiquer que sur la plateforme, comme on va le présenter tout à l'heure, il y a un espace contribution. Donc, si vous voulez partager l'expérience de Foundiougne que vous avez mentionné, vous êtes la bienvenue. Tous les contacts seront sur le site. Donc, je laisse à Monsieur Dia et Monsieur Valdez si vous pouvez répondre à la question de Monsieur Wad. Merci, M. Wad. La question, elle est très, très, très pertinente, je trouve. Oui, je fais partie de ceux qui pensent que ce soit l'État, que ce soit les bailleurs, ils ont énormément fait et que la solution à la problématique de migration irrégulière, ce n'est pas économique. Il faut un retour à nos valeurs. Il faudrait redéfinir notre relation par rapport à c'est quoi avoir réussi sa vie. Parce que si c'était que des aspects économiques, on n'allait pas voir des cadres démissionner de leur boulot et puis pour tenter l'aventure de façon très illégale, de façon assez irrégulière. Alors, c'est cet ensemble de réflexions qui nous ont poussé, nous, à mettre en place le CALDIS, le Centre africain d'appui au leadership, aux droits humains et à l'innovation sociale, parce qu'il faudrait forcément, impérativement, repenser nos valeurs, faire de sorte que l'on retourne à nos valeurs de base et puis revoir c'est quoi avoir réussi. L'autre élément, c'est que nous sommes dans une société où le paraître domine. Nous sommes dans une société où ce que fait ou ce que gagne le voisin ou le beau ou le demi-frère est assez révélateur. Comment faire de sorte que les jeunes n'aient pas à intégrer ces pesanteurs ou cette pression sociale pour qu'ils puissent faire face à tout cela et comprendre qu'ils peuvent bien réussir ici. Quand on a par jour 30 000, ça veut dire qu'on peut être vraiment à l'aise. Il n'y a aucune raison pour qu'on puisse tenter l'aventure. Le drame aussi, c'est que trop souvent, quand ils partent, c'est des sommes faramineuses qu'ils donnent pour qu'on puisse les aider à traverser, à aller dans d'autres pays. Donc, impérativement, il faut ce retour à nos valeurs, à nos ressources, pour qu'on comprenne que la réussite, ça ne veut forcément pas dire partir ailleurs, pour qu'on comprenne que Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Il faudrait forcément que l'on ait assez de courage, que l'on ait assez de compréhension pour qu'on puisse rester ici et réussir. Donc, cette question, elle est très pertinente et voilà. Merci. Merci. Donc, j'ai eu une question en fait sur le chat que je vais lire et une contribution. Donc, ça, c'est la contribution de... En fait, je n'ai pas le nom de la personne, mais c'est OnePlus 8 Pro. Le journaliste a d'abord besoin de renforcer ses capacités sur les techniques de traitement des questions migratoires, de maîtriser les terminologies, et on se rend compte que cette question n'est pas prise en compte dans les politiques. Donc, merci, monsieur. Pour ce qui est des questions, j'ai une question de monsieur Urbain Aguémon. Donc, il dit que le Sénégal a toutes les qualités et les capacités pour se positionner en tant que leader sur la question migratoire dans la région de l'Afrique de l'Ouest, notamment pour sensibiliser à la migration irrégulière et ses dangers, et aussi pour mieux gérer la question de l'établissement des profils migratoires. Cependant, nous ne voyons pas d'efforts faits en ce sens. Pourquoi?
Et il poursuit qu'est-ce qui retarde concrètement la mise en œuvre d'une stratégie nationale. Bon, ça, je ne sais pas si M. Dia, vous pouvez répondre à cette question ou bien je pense que Prof. Ndiaye aurait pu répondre. Mais M. Dia, si vous avez une réponse à cette question. Oui, merci. Je pense que oui, le Sénégal peut être en bonne position, mais n'oublions pas aussi que au-delà des aspects intellectuels qu'on développe, nous sommes une société qui partage à peu près les mêmes valeurs, la même façon de vivre que les autres pays qui nous entourent. Le Sénégal est un pays de transit, mais également un pays de départ. On a eu des chiffres quand même qui ont fait peur sur le nombre de Sénégalais qui ont quitté le Sénégal pour aller dans d'autres pays de façon irrégulière. Je suis tout à fait d'accord, des efforts sont faits pour avoir un document de politique qui reste à parfaire, mais c'est un signal, je pense, qu'on pouvait utiliser dans d'autres pays. L'autre élément qui me paraît essentiel et que les gens sont en train de faire, c'est par rapport à la première question ou contribution. Effectivement, que ce soit CFI, que ce soit d'autres organes de télé ou de radio, de médias de façon générale, contribuent à ce changement de paradigme sur les approches de traitement d'information en renforçant davantage les capacités des journalistes. C'est encore minime par rapport à l'ampleur du phénomène. C'est des efforts à encourager, c'est des efforts qu'il faudrait poursuivre, tout cela sous l'épaule des autorités des différents pays qui sont concernés par le phénomène. Merci. Merci. Et j'ai deux questions juste pour permettre à M. Onanina de répondre. C'est des questions par rapport au traitement de l'information. Pensez-vous qu'il relève c'est la question de Mélodie Beaujeu. Pensez-vous qu'il relève du rôle des journalistes de contribuer à dissuader les personnes de migrer irrégulièrement? Et la dernière question, c'est comment améliorer le traitement médiatique des questions migratoires? Donc, après la réponse à ces questions, nous passons au lancement de la plateforme. Merci. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est du rôle des journalistes de dissuader les personnes de faire de la migration irrégulière ou de faire de la migration tout court. Moi, je pense que le rôle du journaliste, c'est de couvrir le sujet. On doit tout simplement couvrir le sujet sur la base d'éléments factuels, sur la base de bonnes informations et ensuite laisser chacun faire les choix qui lui conviennent. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui quand on parle de médias de migration, c'est que la couverture sur le sujet n'est pas bonne et laisse, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cet échange, et laisse donc la place à beaucoup de confusion, à beaucoup de manipulation, à beaucoup d'instrumentalisation et à de la désinformation. Notre rôle, ce n'est pas de dire aux gens ne migrez pas ou migrez, mais c'est de couvrir le sujet, de montrer les bons côtés, les mauvais côtés, ou en tout cas de montrer comment ça se passe pour que voilà, chacun, en son âme et conscience, se prenne des décisions qui lui conviennent. Donc, c'est ce que j'ai à répondre là-dessus, mais non, je n'irai pas jusqu'à dire que notre rôle est d'être en fait des directeurs de conscience sur le sujet. Monsieur Dia, vous avez 1 minute. Oui. Pour qu'on puisse passer au lancement. Oui, merci. Oui, merci. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec Valdez, mais aussi, n'oublions pas que nous avons aussi cette mission de sensibiliser, cette mission de sensibiliser qui nous incombe. Nous avons la mission d'informer, de sensibiliser, mais également de contribuer au plaidoyer ou au contrôle des politiques de gouvernance migratoire. Ça, c'est des rôles qui nous incombent, que nous devons jouer pleinement. Si je donne l'exemple avec les radios communautaires qui sont au cœur des communautés, on a eu à développer avec eux des formations pour les amener à comprendre quelles sont les approches à traiter pour lutter contre le phénomène de la migration irrégulière. Mais tout en luttant contre le phénomène de la migration irrégulière, il est aussi de notre devoir de montrer que la migration, c'est un droit. Et tant qu'on a un objectif bien précis de migrer, on peut y aller. L'essentiel, c'est de respecter également les exigences posées par les pays d'accueil. Aïcha, je sais que nous sommes confrontés à un problème de temps. C'est cette précision que je voulais tout juste apporter pour compléter l'intervention de Valdez. Merci. Merci à vous. C'est une question passionnante. On ne peut pas traiter de toutes les questions aujourd'hui, mais il y aura d'autres occasions en fait pour pouvoir échanger en profondeur sur ces questions-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le lancement de la plateforme Dialogue Migration, dont l'objectif est d'assurer un traitement équilibré
des questions liées à la migration. Le but est de mettre à la disposition du public de l'information juste, équitable et qui se conforme au respect des droits humains et de la dignité de la personne. Donc, les pays pilotes du projet, parce que ça, c'est la phase 1, il y aura une phase 2, et les pays des activités pilotes du projet, c'est la Gambie, le Niger, la Guinée et la Mauritanie. Les axes principaux, c'est l'actualité sur la migration, le fact-checking, les notes d'information, les données ouvertes et l'espace de dialogue. Donc, l'espace de dialogue, vous aurez les témoignages, récits, vérifications, etc. Donc, j'ai failli oublier aussi, il y a une dimension fact-checking qui est très, très importante. Donc, ce sera l'occasion aussi. Vraiment, il y aura, comment ça s'appelle, en plus des journalistes, il y aura aussi des fact-checkers. Donc, toutes les personnes ou tous les journalistes, les professionnels de l'information qui veulent faire du fact-checking pourront vraiment aider, pourront participer à leur manière dans la production de contenu. Donc, je pense que globalement, c'est ça. Et ceux qui voudraient vraiment se familiariser avec cette plateforme, cet outil, pourront aller sur dialoguemigration.com qu'on va partager sur le chat. Et puis, ils pourront voir un peu ce que nous avons proposé en termes d'outils numériques sur la question de l'information liée à la migration. Merci beaucoup, Aïcha. Merci beaucoup, Bilal. Et ajouter que cette plateforme, en fait, est une plateforme bilingue. Donc, les informations sont aussi bien en anglais qu'en français. Donc, nous avons des productions de pigistes que nous avons publiées du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal en rapport avec la migration. C'est des histoires très intéressantes que vous pouvez découvrir, prendre le temps de lire. Et aussi sur la page d'accueil, si vous descendez un peu plus vers la droite, vous avez appel à contribution, appel à vérification. Et donc, vous avez la possibilité d'appel à des articles. Si vous avez des articles à proposer aussi, vous pouvez les partager. Donc, juste pour vous dire que ça a été un plaisir ce matin d'être là avec vous. Et la discussion se continue sur les réseaux sociaux avec les comptes de la plateforme Dialogue Migration. Donc, nous sommes sur Twitter, Facebook et nous sommes aussi sur YouTube. Il y a une newsletter. Vous pourrez vous inscrire sur la newsletter pour recevoir toutes les dernières nouvelles de la plateforme. Les discussions peuvent se poursuivre sur les réseaux avec les hashtags Dialogue Migration et Récits Migrants. Nous arrivons à la fin de cette matinée. Je tiens au nom de Africtiviste à remercier nos brillants et excellents intervenants, Valdez, Monsieur Dia, Professeur Ndiaye. Vraiment, ça a été très, très pertinent, les recommandations, vos interventions. Nous vous remercions beaucoup pour votre disponibilité aussi. Nous avons appris beaucoup de choses et en tout cas, comme vous l'avez dit, il faudrait aussi prendre le temps de revoir certaines choses pour améliorer. Ça ne veut pas dire que ce qui a été fait jusque-là n'est pas bon, mais juste améliorer les choses et raconter l'histoire de la migration et des migrants autrement. Nous réitérons aussi notre volonté à travailler avec les organisations qui sont dans ces domaines de l'immigration, notamment celles présentes aujourd'hui, ainsi que les organes de presse et les journalistes. N'oubliez pas de nous contacter sur le site Dialogue Migration. Il y a un espace où vous pouvez nous contacter à tout moment si vous avez des questions ou bien vous voulez entrer en partenariat avec nous. Donc, au nom de Africtiviste, je vous remercie de votre présence pour les participants, des questions qui ont été posées, des contributions. Et je remercie encore une fois nos différents panélistes pour cet excellent panel ce matin. Cela a été un plaisir de vous recevoir et nous espérons que la prochaine fois, ça sera une discussion physique un peu plus chaleureuse en présentiel. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et là, nous avons lancé la plateforme. Vous pouvez visiter dialoguemigration.com et nous attendons vos retours. Merci à vous. Au revoir.